Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et dans cet update, écoutez bien, je vais enfin vous parler de mes dernières lectures du mois de février 2025 et on va passer à mes premières lectures du mois de mars. Oui, je sais, vous pouvez me faire une standing ovation, c'est enfin arrivé. Donc j'ai 4 livres à vous montrer et on va commencer sans plus tarder avec le seul abandon du mois de février. Oui, et bien écoutez. J'ai fait la maline en vlog en me disant oui, depuis le début de l'année j'ai pas abandonné de livre, au mois de février a priori je peux en abandonner, blablabla. Et bien juste derrière j'ai abandonné un livre, et en plus c'est un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, mais là ça m'a pas fait du tout. Et donc c'est Des pouvoirs pas super de Olivier Adam. J'ai lu pas énormément de pages, hein. J'ai lu 41 pages, vraiment. Dans ce livre là on va suivre donc les personnages qui sont ici sur la couverture, ils sont 5. C'est ça, on va suivre ces 5 personnages-là qui vont nous raconter comment ils ont chacun eu un pouvoir pas ouf et comment ce pouvoir pas ouf les a quand même servi. Leur a quand même servi. C'est plus français. Mais le problème que j'ai avec ce livre-là, c'est 2 choses. Premièrement, les personnages en eux-mêmes m'ont pas franchement intéressé. Je dois le dire. Et deuxièmement, on n'est pas sur la même ligne de temps que eux. C'est-à-dire que ils ont eu leur pouvoir un été, non pas un été, en gros c'est un groupe d'enfants qui se retrouvent chaque été au camping où vont leurs parents vont au même camping chaque année, chaque été pour les vacances d'été, etc. Et bah du coup eux aussi, et ils se retrouvent chaque année. Peut-être que vous avez vécu ça dans votre enfance ou dans votre adolescence, moi c'est mon cas, pas au camping mais c'est mon cas, bref. Et donc ils sont très contents d'y aller chaque été, etc., etc. Et une année, sans trop qu'ils sachent pourquoi, ils vont tous au camping à d'autres vacances que les vacances d'été. Par hasard. Ça fait un peu gros, mais c'est ça, je crois. Et donc c'est là qu'ils vont raconter chacun ce qui leur est arrivé l'été d'avant. En gros, le dernier jour de l'été, ils ont été se baigner dans un endroit précis, spécifique, etc. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils ont obtenu leur pouvoir. Et puis ensuite, ils sont chacun rentrés chez eux. Ils ont chacun vécu un truc par rapport à leur pouvoir, et ensuite bim, ils se retrouvent tous de nouveau au camping et ils vont chacun raconter ce qui leur est arrivé. Donc en fait, on ne suit pas la ligne de temps au présent de quand ça leur est arrivé leur pouvoir, on est au camping, assis avec eux au coin du feu, un truc comme ça, et chacun raconte ce qui lui est arrivé. Donc ça crée un décalage, vous voyez, on nous raconte ce qui est déjà arrivé. Moi je suis pas dans l'action avec eux, c'est écrit au passé. Chacun va raconter son histoire, chacun son tour en gros, tu vois. Mais c'est ah oui, mais arrivé ça, je suis allée au collège et puis j'ai revu ma copine, j'étais contente. Et puis du coup, je me suis rendu compte qu'il se passait un truc bizarre avec mes mains. Je dis n'importe quoi, hein. Et puis du coup, je suis allée au collège et puis je suis allée en cours et tout est raconté au passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est chaque enfant séparé qui va raconter son histoire qui lui est arrivée. Et pas, on la vit pas avec lui au quotidien. Et pour moi, ça c'est problématique encore plus en jeunesse parce que ça met de la distance entre le personnage et moi. Et je sais que c'est con, et je l'ai déjà dit, mais ça me donne l'impression que j'ai aucune prise sur l'histoire. Quand je la vis avec le personnage, en même temps que lui, je me sens impliquée, je me sens investie, et j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Je peux rien faire, hein. Je suis assise sur mon canapé en train de lire mon bouquin, je peux rien faire, mais j'ai l'impression que je peux faire quelque chose. Alors que là, c'est comme si une pote me racontait ce qui lui était arrivé. Je peux plus rien y faire, c'est déjà arrivé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en littérature, ça me perturbe, en fait, ça me décroche de l'histoire, ça m'empêche de m'attacher aux personnages. Et puis là, en plus, les personnages en eux-mêmes m'ont pas franchement intéressé, les histoires qu'ils racontent m'ont pas franchement intéressé. J'avais pas envie de continuer. Donc voilà, j'ai préféré arrêter plutôt que de m'acharner à lire ça alors que je sais pas, ça n'allait pas. Il y a quand même quelques illustrations, je vous montre, je suis pas très fan de celle-ci en particulier, mais c'est la première qu'il y a. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ce livre-là, donc j'ai préféré pas le lire. Ensuite, le tout dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'est donc Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée, donc le tome 3 de Rupert Kingfisher. J'ai bien aimé, mais j'ai honnêtement préféré le tome 2 de toute la saga. Le tome 1, j'ai pas trop aimé, le tome 2, j'ai adoré. Et ce tome 3 a été pas dingue. Dans cette saga, on va suivre une petite fille qui s'appelle Madeleine et qui vit à Paris. Elle vit à Paris avec son oncle et sa tante
Dans le tome 1, elle fait la plonge dans le restaurant, son rêve c'est de cuisiner, faire la cuisine, etc. Mais selon son oncle, elle est trop jeune pour faire la cuisine, donc elle fait la plonge. Ça lui plaît pas du tout, mais c'est comme ça. Et dans le tome 1, elle va rencontrer une dame qui tient une petite boutique un peu magique, pas très loin du restaurant, et elles vont devenir amies, malgré leur grande différence d'âge. Et il va arriver plein d'aventures et plein de choses à Madeleine. Ici, Madeleine va au lycée, non, pas du tout, elle va au collège. Elle a changé de collège il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle a emménagé à Paris il n'y a pas très longtemps. Elle a un peu de mal à s'intégrer dans ce nouveau collège. Elle n'est pas franchement harcelée, mais elle est un peu mise de côté, et sa timidité fait qu'elle va pas vraiment vers les autres. Donc ça n'aide pas vraiment, c'est pas très cool à l'école pour elle. Et puis un soir, en rentrant de l'école, elle va se cacher dans une église pour pleurer et un petit peu déprimée après sa journée franchement pas ouf. Et elle va rencontrer une nouvelle dame, une autre personne qui tient une confiserie, donc la confiserie enchantée. Cette dame va lui proposer de l'aider. Et Madeleine se méfie pas franchement, hein. Madeleine suit cette dame dans cette confiserie et elle va manger des chocolats magiques qui sont censés l'aider. Mais on va rapidement se rendre compte que ces chocolats sont magiques certes et l'aident certes, mais ont un côté très négatif. Le revers de la médaille pour manger ces chocolats est franchement très lourd, d'autant plus pour une petite fille. Et donc c'est ça qu'on suit, et le personnage principal féminin qu'elle a rencontré dans le tome 1, si je vous l'ai cité ici, c'est parce qu'il a une importance dans ce livre-là. Et donc c'est ça qu'on suit. Il y a pas mal de thématiques qui sont abordées ici. On reste dans ce Paris des années, peut-être, je sais pas, début 1900. En tout cas, c'est pas le Paris hyper technologique qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de mail, il n'y a pas internet. Vous voyez, qu'on a cette ambiance-là. On a la thématique quand même du harcèlement, des problématiques qui peuvent se passer au collège, au lycée, etc. etc. Et le fait qu'elle ne peut pas franchement en parler à la maison parce que ça se passe pas hyper bien à la maison non plus. Voilà. Après je peux pas trop en dire sur ce tome 3 parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent et qui sont liés à ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 1 et donc ça serait beaucoup spoilé. J'ai bien aimé ce tome là, j'ai trouvé ça assez chouette, assez bien fait, les thématiques sont quand même importantes. Mais j'ai préféré le tome 2. Ça ne veut pas dire que ce tome 3 est nul, loin de là. C'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Franchement, c'est assez chouette. Et c'est aussi illustré. Donc il y a les antennes de chapitres qui sont différentes à chaque fois. Et on a des illustrations, on a des petites illustrations. Voilà, des illustrations comme ça. Et on a aussi des grandes, voilà, des comme ça. Tout est en noir et blanc. Franchement, c'est des livres que j'aime beaucoup. C'est des histoires que je trouve très chouettes. La couverture est vraiment hyper cool, hyper mignonne. Par contre, la mignonnerie de la couverture est assez violente par rapport à ce qui se passe dans le livre. Il y a quand même des choses assez compliquées qui sont abordées. Il y a des scènes un peu violentes quand même. C'est pas à mettre entre toutes les mains et pas pour les très jeunes, je dirais. Mais c'est quand même très cool. Je passe maintenant à mes premières lectures du mois de mars. Oui, enfin, comme je vous l'ai dit, alléluia. Et donc le premier livre que j'ai lu en mars, c'est La guerre des clans, le tome 1 du cycle 2. Donc le cycle 2, c'est la dernière prophétie, et le tome 1, c'est Minuit de Erin Hunter. J'ai lu le cycle 1 avant de lire ce tome-là. C'est pas franchement nécessaire de lire le cycle 1 au complet. Vous allez peut-être être un petit peu perdu parce qu'il y a des choses qui sont pas franchement redétaillées et réexpliquées ici. Mais c'est possible de lire ce tome 1 et ce cycle-là sans avoir lu le cycle 1. Maintenant, toujours pareil, ce cycle-là et ce tome 1 va pas mal spoiler ce qui se passe dans le cycle 1. Donc si vous voulez lire le cycle 1, c'est mieux de commencer dans l'ordre. Ici, en gros, dans cette saga et dans cet univers, on suit des chats sauvages qui vivent dans la forêt. Ils sont divisés en 4 clans. J'ai réussi en vlog, je vais essayer ici. Il y a le clan du tonnerre, le clan de la rivière, le clan de l'ombre et le clan du vent. Et donc il y a plusieurs chats par clan. Il y a un chef de clan, il y a un lieutenant, et puis il y a des guerriers, puis il y a des apprentis, il y a des anciens, il y a des chatons qui viennent tout juste de naître. Enfin voilà, les chats sont organisés comme ça. Et donc chaque clan a son territoire et chaque clan a sa tanière sur le territoire. Et donc on suit la vie de ces chats-là et on suit nous principalement la vie des chats du clan du tonnerre. Donc dans le cycle 1, on a rencontré un chaton extérieur à ce monde-là qui intégrait ces clans.
et donc le clan du tonnerre qui s'appelait Nuage de feu au début. Il faut savoir que le nom des chats change en fonction de l'évolution du chat dans la société. Donc au début il a un nom, quand il vient de naître, un nom de chaton, ensuite il a un nom d'apprenti, Nuage quelque chose, ensuite il a un nom de guerrier, ensuite il a un nom d'ancien, etc., etc. Et puis il y a d'autres possibilités, il y a notamment les guérisseurs, apprentis guérisseurs, tout ça, enfin ça change de nom pas mal. Et donc, dans le cycle 1, on a suivi ce chat et toute son évolution, avec toutes les histoires qui se passent autour de lui et dans le clan. Et là, on suit un nouveau chat qu'on a rencontré dans le cycle 1. Et donc là, ce chat est guerrier quand on le rencontre ici. Et en fait, l'histoire de cet homme-là, c'est qu'il y a les étoiles. Donc les chats qui sont décédés montent au ciel et c'est un petit peu... ils vont protéger et surveiller les chats qui continuent à vivre et les aider, les guider dans leur quête. C'est un peu une forme de religion bizarre, selon moi, mais bref. Et donc ces ancêtres, ces anciens, vont choisir un chat de chaque clan et leur confier une mission. C'est presque une quête de fantaisie, vraiment. Et donc nous on va suivre le chat du clan du tonnerre avec les autres chats qui va dans une première partie essayer de comprendre c'est quoi cette mission qu'on lui a confiée, qui va venir avec lui, qui a eu cette mission là confiée aussi également, etc., etc. Et ensuite on a le départ, le grand voyage pour cette quête à réaliser. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette. En plus le chat qu'on suit principalement ici, c'est un chat particulier dans l'univers, notamment quand on a lu le cycle 1, c'est pas n'importe quel chat. C'est pas un chat comme tous les autres en fait. Il a une histoire, il a un passif, il a quelque chose. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome là. Je crois que je me suis acheté le tome 2. C'est ça, je me suis acheté le tome 2, je vois le titre du tome 2, c'est Clair de Lune, j'ai acheté le tome 2. Je vais essayer d'avancer dans cette saga pas mal sur l'année là. C'est le premier livre que je lis de ce cycle et de cette saga cette année en 2025. Donc je vais essayer d'avancer peut-être au mois de mai ou au mois de juin d'en lire un deuxième et puis d'ici la fin de l'année d'en lire un troisième pour avancer vraiment dans la saga parce que là derrière je vous montre on est au cycle 6. Vous voyez, donc il y a pas mal de livres encore à lire et j'aimerais avancer dans cette saga parce que je la trouve très chouette. Et le dernier livre pour cette update, c'est L'énigme du rubis, que j'ai absolument adoré. Donc une enquête de Prospérine Cerisier, écrit par Jennifer Dalrympe. Et j'espère qu'on aura d'autres livres de Jennifer Dalrympe dans ce style-là. Et peut-être pourquoi pas d'autres enquêtes de Prospérine Cerisier, parce que franchement j'ai adoré ce livre. Ici on est à Paris en 1866. On est à l'époque où les grands... le boulevard haussmannien et les grands bâtiments comme ça sont en construction, pour vous situer un petit peu historiquement en tout cas. Et on va suivre donc Prospérine Cerisier, qui est une jeune fille de 14-15 ans je dirais. Elle a été élevée à Tours il me semble, en tout cas dans la campagne française de l'époque, par une famille quand même un petit peu, pas franchement aristo, mais qui a quand même les moyens. On parle de grande robe, on parle de prestance, elle aurait dû faire son entrée dans la société, tout ça, etc. Sauf que sa mère est décédée il y a maintenant 3 ans, au moment où ce livre démarre, et donc son père l'a laissée avec sa grand-mère, etc. À Tours pour parfaire son éducation. Et un peu avant que le livre démarre, Prospérine a rejoint son père à Paris. Et ils vivent maintenant tous les deux dans un tout petit appartement à Paris. Son père est médecin de base, mais quand il est arrivé à Paris, il n'a pas trouvé une place de médecin, et son beau-frère lui a trouvé une place d'assistant du commandant du commissariat du coin. Aujourd'hui tu peux pas devenir assistant du commissaire en chef du commissariat du coin comme ça, mais à l'époque oui. Et donc voilà, il est policier. C'est pas du tout sa formation, mais il est policier. Et au début du livre, donc Prospérine vit dans ce petit appartement, dans ce petit immeuble parisien avec son père, pas très loin des grands boulevards haussmanniens qui sont en pleine construction, comme je le disais. Et il y a le corps d'un homme qui a été retrouvé dans une arrière-cour, pas très loin de chez Prospérine. Ça fait grand bruit, ça fait la une de la presse, tout le monde en parle, etc., etc. Tout le monde y va de son petit commentaire, de son petit témoignage. Et Prospérine va aller sur les lieux. Alors, au moment où elle y va, le corps a été enlevé déjà, hein, qu'on soit clair, mais elle va sur les lieux et elle écoute un petit peu toutes ces rumeurs, tous ces gens en parler, etc., etc. Et elle va décider un petit peu par la force des choses d'enquêter là-dessus. Son père, qui donc travaille au commissariat, a des informations et enquête réellement lui sur ce crime, et elle va enquêter un petit peu avec lui, un petit peu de son côté. Elle essaye d'amadouer son père pour
pouvoir être avec lui et enquêter parce que ça l'intrigue, ça l'émoustille en fait. Enfin, genre, elle est vraiment motivée par ça, elle a envie, tu vois. Et donc, nous, on va suivre cette enquête de Madame Prospérine Cerisier dans ce Paris des années 1860 où la place de la femme n'est pas franchement à enquêter dans les rues et encore moins quand elle a 14-15 ans, vous voyez. Elle devrait plutôt apprendre à coudre et trouver un mari. Mais c'est pas ce que veut faire Prospérine et donc c'est ça qu'on suit. Franchement, j'ai trouvé ça très cool, très chouette. J'adore ce genre d'héroïne, ce genre d'ambiance qui plus est dans les années 1800 et alors à Paris, c'est franchement très cool. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Je veux vraiment d'autres livres de l'autrice et dans ce style-là, si possible. Je vous montre les entrées de chapitres qui sont comme ça. Et le livre est vraiment très beau. Hein. Je sais pas si vous voyez le brillant qu'il y a. Je pense que oui. Mais c'est vraiment très beau. Et il y en a derrière aussi comme ça. Et puis sur le dos, évidemment. Vraiment, le livre est magnifique. Le texte est vraiment très chouette. L'histoire est vraiment très très cool. Et l'héroïne aussi. J'ai juste adoré ce livre-là. Et je vous le recommande vraiment. Et pour une fois, on est sur un livre sorti il n'y a pas très très longtemps. Parce que sur ma chaîne, j'ai tendance à présenter des antiquités. Celui-ci, il est sorti l'année dernière, il me semble. Voilà, septembre 2024. On est sur un livre qui a moins d'1 an. C'est une exception sur ma chaîne. J'en ai fini avec cet update pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.